Chers collègues, je vous propose que on débute bientôt. Bien, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous recevons ce soir avec plaisir Madame Valérie Létard, ministre du Logement, de la Rénovation urbaine, qui connaît bien notre commission. Et nous vous remercions, Madame la Ministre, de vous rendre disponible pour échanger avec les commissaires aux affaires économiques et répondre à leurs questions. Notre commission a entendu au cours des dernières semaines d'importants acteurs du logement. Je pense à l'Union sociale pour l'habitat, le groupe Nexity, Action Logement Groupe, CDC Habitat, qui nous ont fait part de leurs vives préoccupations sur la situation de ce secteur. Nous avons également examiné les crédits du logement dans le cadre du projet de loi de finances 2025. Et je tiens à mentionner aussi l'aboutissement des travaux de nos collègues Anaïg Lemer et Inaki Etchani sur la régulation des meublés de tourisme, qui a donné lieu à la première CMP de cette législature le lundi 28 octobre dernier. Tout à fait, CMP conclusive. Je sais que nous partageons nombre de constats. Nos concitoyens ont beaucoup de mal à se loger. 4 millions de personnes qui peinent à se trouver, qui se trouvent en situation de mal logement, des expulsions locatives qui sont au plus haut en 2023. Un secteur immobilier aussi qui connaît depuis 2 ans une situation particulièrement difficile avec... depuis 1 an, des mises en vente, par exemple, de logements neufs qui ont baissé de 42% en 1 an. Le niveau élevé des taux d'intérêt qui rend plus difficile l'accession à la propriété des ménages. Une offre de location dans le parc privé qui reste insuffisant et trop cher. Et également, évidemment aussi, le nombre de demandes de logement social qui a atteint cette année le record de 2,7 millions, dont 1,8 million proviennent de ménages n'ayant jamais vécu en HLM. Vous pourrez donc nous donner votre avis sur la possibilité, au cours des prochains mois, pour nous tous, d'agir pour relancer l'activité dans le domaine du logement, réduire la précarité énergétique, faciliter l'accès de tous au logement. Un mot également sur la rénovation thermique des logements, qui fait partie évidemment de vos missions. Un défi alors que 12% des ménages, on le sait, connaissent la précarité énergétique. Et là, nous sommes face à un paradoxe. Il existe à la fois une offre de qualité dans les TPE, dans l'artisanat, et en face, une demande populaire potentielle. Et évidemment, leur rencontre demande du soutien de la part de la puissance publique. Donc, que comptez-vous faire pour dynamiser ce secteur ? Et vous pourrez à cet égard, j'imagine, revenir aussi sur les grandes orientations du projet de loi de finances 2025 en matière de logement, d'autant plus que l'examen en séance publique de ces crédits n'a pas encore débuté. Madame la ministre, merci encore d'être là ce soir avec nous pour cet échange que j'espère constructif, instructif, sur la situation, les perspectives de logement et la rénovation urbaine. Je vous laisse la parole pour 10-15 minutes à vos souhaits et à votre souhait. Et puis nous aurons ensuite les prises de parole des orateurs et oratrices de groupe, les orateurs individuels. Voilà, je vous remercie. Madame la ministre. Merci beaucoup, Madame la présidente de la Commission des affaires économiques, Mesdames, Messieurs les députés. Permettez-moi bien sûr de vous remercier de me donner l'occasion aujourd'hui de vous présenter la feuille de route du ministère que je souhaite mettre en place en lien étroit avec le Premier ministre et 6 semaines après la nomination du gouvernement. Bien évidemment, elle cheminera et elle avancera au fil du temps. Je vais commencer par aborder 2 types d'évidences. La première, c'est le contexte politique, et plus particulièrement le contexte parlementaire. Vous en connaissez mieux que personne la richesse et aussi la complexité. La seconde, c'est le contexte économique dans lequel se trouve le secteur qui a été décrit à de multiples reprises par de multiples acteurs. Vous le soulignez à l'instant, Madame la Présidente. Et je reprendrai les mots du président d'Action Logement lors du congrès de l'USH qui décrivait combien le secteur était en crise et qui, sans jouer les Cassandres, exposait de façon crue mais sincère les menaces qui pèsent aujourd'hui sur des centaines de milliers d'emplois. Ces circonstances font que l'exercice auquel je vais me prêter devant vous est un exercice complexe. Je suis pour autant convaincue qu'en matière de logement, il est au moins possible d'arriver à un constat commun et que nous pouvons avoir une conjonction de bonne volonté. Je vous présenterai ce que je décrirai comme une feuille de route. C'est un plan d'action à moyen terme. Mais parce que la situation que je viens de décrire demande des réponses rapides, je souhaite prendre certaines mesures qui relèvent de l'urgence ou du bon sens et parfois des deux.
J'entame à peine mon 2e mois d'action au sein de ce ministère et les résultats n'ont rien d'instantané. Si vous savez quelque chose, c'est bien que le logement est une politique du temps long, mais où pour autant, il faut être en capacité d'agir vite, d'être souple et pragmatique. Et donc, notamment compte tenu du contexte budgétaire que nous subissons tous, nous voyons bien que les enjeux seront multiples. J'aimerais pour autant que vous reteniez un symbole. Cela faisait très longtemps que ce ministère n'était plus un ministère de plein exercice. C'est une exigence que j'avais eue avant d'accepter ce poste, soutenue par le Premier ministre. Elle a été satisfaite. Maintenant, il faut, au-delà du symbole, prendre la mesure de l'importance politique et budgétaire de ce ministère. Il y a d'abord à prendre des mesures simples, immédiates et de bon sens, car elles sont de nature, selon moi, à relancer une dynamique sur tous les segments du logement, depuis l'hébergement d'urgence jusqu'au logement locatif privé. Nous devons agir d'abord sur l'accession à la propriété, et c'est pour cela que j'ai très rapidement proposé au Premier ministre l'extension du prêt à taux zéro sur tout le territoire pour le neuf et le maintien pour l'ancien en zone détendue, qui est de nature à favoriser un retour des ménages vers l'accession. Cette extension concernera aussi bien les appartements que les maisons individuelles. Par ailleurs, il faut donner un peu de respiration aux bailleurs sociaux. Il y a besoin à la fois de fonds propres pour investir et de capacité d'emprunt. Le taux du livret A baissera au 1er février 2025. C'est une certitude que j'ai eue de la part d'Antoine Armand et d'Éric Lombard. Et nous allons travailler pour calibrer au mieux cette baisse qui doit être conséquente. À côté de cela, il y a évidemment le soutien à apporter à l'investissement locatif, notamment suite à la fin du Pinel. Un sujet est celui de la défiscalisation de donations pour les enfants et petits-enfants. L'objectif est en réalité surtout d'utiliser ces capitaux dormants. Plusieurs propositions ont été faites par votre Chambre en la matière et j'y suis attentive. Si je souhaite agir vite sur les choses qui relèvent quasiment de l'évidence, je souhaite vous apporter aussi une perspective de moyen terme. Ma vision, c'est celle d'une action résolue, pragmatique et efficace à chaque étape du parcours résidentiel de tous les Français, des plus vulnérables, des ménages modestes et aussi des ménages de la classe moyenne et de ceux qui travaillent. Loger mieux, cela passe d'abord par la production de logements. Et nous devons nous atteler à diminuer les coûts de production par des simplifications en matière d'urbanisme et de normes de construction. Je pense là aussi et presque avant tout aux territoires ultramarins et insulaires qui rencontrent bien évidemment des difficultés conséquentes. Je veillerai à ce que les orientations prises au niveau européen intègrent ces enjeux et que les textes européens ne soient pas surtransposés pour maîtriser les coûts. Je reprendrai toutes les mesures de simplification qui faisaient consensus dans les débats passés en exploitant les véhicules législatifs qui me permettront de les faire adopter le plus vite possible. Pour produire plus de logements, il faut développer l'industrie de la transformation urbaine. Un premier travail a été engagé par le député Romain Daubié dans le cadre de sa proposition de loi sur la transformation de bureaux en logements. Le gouvernement la soutient et je veux croire qu'elle achèvera rapidement son parcours législatif. Il s'agit d'une première étape, mais je suis convaincue que nous devons être plus incitatifs en matière de réhabilitation. Je souhaite travailler avec le Parlement sur le sujet spécifique des friches commerciales et serai là aussi attentive à toutes vos propositions en la matière. Les bailleurs sociaux sont les principaux producteurs. La compression de l'échelle des salaires rend le logement social de plus en plus important dans les parcours résidentiels. Je connais la situation difficile des bailleurs, largement soulignée par la Caisse des dépôts et consignations, et je crois que nous ne pourrons sortir des difficultés que par des engagements conjoints garantissant l'investissement de tous les bailleurs pour aller au-delà des 82 000 logements agréés en 2023. Nous ne produirons pas non plus sans les élus locaux. Il faut de la simplification, notamment pour faciliter la délivrance des autorisations d'urbanisme et le recours aux dérogations des PLU. Loger mieux, cela implique aussi que les logements produits répondent aux besoins. Il y a des publics auxquels la solidarité nationale doit apporter son concours, parce que c'est l'un des piliers de notre pacte républicain.
C'est le cas d'abord des personnes sans abri. Et nous allons maintenir dans le PLF 2025 le nombre de places ouvertes aujourd'hui, soit 203 000, ce qui représente 6,5 millions d'euros par soir. Il faut maintenir la dynamique initiée par le plan Logement d'abord, impulsé par le Président de la République en 2018. Il nous faut amplifier la fluidité du parc grâce à un partenariat renforcé avec mon collègue ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, ainsi qu'à un accompagnement de l'accès à l'emploi. Et je serai par ailleurs particulièrement attentive au développement de la prise en charge de l'hébergement des femmes victimes de violences. De manière plus globale, il nous faut améliorer la mobilisation interministérielle, intérieur, emploi, santé, solidarité, éducation. L'État est aussi responsable du logement étudiant. Nous devons en assurer la production avec les bailleurs sociaux, les gestionnaires privés, les CROUS. Il faut aussi tendre vers le logement étudiant intermédiaire pour les étudiants de classe moyenne. Plus globalement, nous devons largement simplifier les normes et accompagner les projets, et je mobiliserai les préfets en ce sens, en lien étroit avec mon collègue Patrick Hetzel. Je souhaite par ailleurs favoriser le logement intergénérationnel et les nouvelles formes d'habitat collectif permettant aux personnes âgées de continuer à vivre à domicile le plus longtemps possible. Je souhaite lancer une mission pour des conclusions avant la fin du premier trimestre 2025, tout en veillant au renforcement et à l'accessibilité du dispositif MaPrimeAdapt'. Loger mieux, cela implique de mobiliser le parc existant. L'exploiter mieux d'abord en favorisant la location longue durée dans le parc privé. Un premier jalon a été franchi concernant la régulation des meublés de tourisme avec la proposition de loi des députés Anaïs Glemer et Iñaki Echaniz, que je salue ici. Et cette PPL faisait partie de mesures d'urgence selon moi, et je veux croire qu'elle sera adoptée demain dans votre hémicycle. Nous devons maintenant mener un travail large sur la rentabilité et sur la sécurité de l'activité de location résidentielle. Il faut trouver les moyens de rassurer les propriétaires et les locataires et de simplifier l'accès au logement, par exemple en révisant les dispositions contractuelles et en prévenant les impayés de loyer de manière plus efficace. Il faut aussi regarder chaque poste de rentabilité, les charges, les travaux, les loyers. À ce titre d'ailleurs, je souhaite que l'encadrement des loyers soit évalué dès le milieu de l'année prochaine en mobilisant bien sûr votre commission sur ce sujet important, Madame la Présidente. L'exploiter mieux aussi en s'appuyant sur tout le parc social. Les bailleurs sociaux font déjà un travail de gestion locative et cherchent à s'améliorer, comme en témoigne d'ailleurs le thème du futur congrès HLM. Au-delà de cette gestion, nous devons travailler aux mesures qui permettront d'accompagner la mobilité des locataires. Cela passera nécessairement par des marges données aux bailleurs pour baisser les loyers d'un logement neuf qui accueille la personne âgée qui occupait un T4 au 4e étage sans ascenseur, tout en ajustant les loyers d'autres logements pour tenir compte de cet effort. L'exploiter mieux aussi en assurant la rénovation énergétique du parc existant, en lien avec Agnès Pannier-Runacher. Cela ne concerne d'ailleurs pas que le logement, mais aussi les bâtiments tertiaires. L'État investit massivement dans la rénovation du parc privé, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, via MaPrimeRénov', dont les crédits prévus actuellement permettront 350 000 rénovations l'année prochaine. Je vous annonce ici que nous conserverons les critères et les paramètres dont la stabilité était attendue, surtout sur le financement des monogestes. Et nous continuerons d'accompagner la filière, de simplifier l'accès au label RGE, de déployer le service public de la rénovation avec les collectivités, de faciliter les financements, notamment en lançant d'ici la fin de la semaine un groupe de travail sur la banque de la rénovation, et bien sûr de procéder aux ajustements nécessaires pour assurer le respect des objectifs et des jalons. Je salue d'ailleurs la PPL déposée par Bastien Marchive et Iñaki Echaniz, que je soutiendrai aussi. Nous nous appuierons aussi sur les bailleurs sociaux. J'ai obtenu le report de l'enveloppe de 200 millions d'euros de crédit pour financer ces rénovations l'année prochaine et poursuivre la mobilisation initiée par tous les bailleurs. Pour finir, sur le parc existant, je serai évidemment mobilisée pour lutter contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil. Je veux avoir une pensée ici pour toutes les victimes des effondrements de la rue d'Aubagne que nous avons commémoré hier et pour toutes les victimes de ces situations de mal-logement. Nous mettrons tout en œuvre pour lutter contre ce fléau en nous appuyant sur la loi récemment adoptée.
Concernant l'aménagement du territoire, je suis élue d'un territoire très particulier, dans le bassin minier. Je connais la désindustrialisation, l'habitat indigne, les centres-villes qui se vident, et je porte le besoin de planifier, de soutenir, de financer. Je crois qu'une vision de l'aménagement du territoire est nécessaire au niveau local et au niveau national. Je souhaite que mon action soit guidée par le souci d'un développement territorial équilibré. L'État, aux côtés des collectivités, s'engage à conduire des opérations stratégiques de production de logements par l'action des EPA et des EPF, ainsi que par des démarches partenariales, notamment les projets partenariaux d'aménagement, mais aussi récemment les territoires engagés pour le logement, dont les derniers seront très prochainement signés grâce au dégel des crédits que j'ai pu obtenir. En cohérence avec nos objectifs de sobriété foncière et de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers, je contribuerai au travail conduit par la ministre Catherine Vautrin s'agissant de l'adaptation du cadre du zéro artificialisation nette pour permettre la mise en œuvre plus facile et plus souple, en étant très attentive à ce que les enjeux de logement soient pris en compte à leur juste place. Je crois aussi que l'État et la puissance publique ont un rôle à jouer pour réfléchir au lien entre emploi et logement. Et je salue le travail fait par Action Logement. Il y a des dynamiques locales qui nécessitent probablement une surmobilisation par des expérimentations et par la mobilisation des leviers de l'État. Enfin, un sujet qui me tient particulièrement à cœur au vu de mon parcours professionnel et politique, celui de la politique de la ville. Je sais l'inquiétude qu'il y a pu y avoir sur ces sujets. Et je veux redire ici très clairement que je serai pleinement mobilisée sur ces sujets. Le taux de pauvreté des quartiers y est de 42,3%, 3 fois supérieur à la moyenne métropolitaine. Et au plan de l'emploi, le taux de chômage est de 18,3% et le taux de chômage des jeunes de 25,6%. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette situation, évidemment, et je porterai une politique territoriale forte en priorisant fermement le recours au droit commun. Les quartiers n'ont pas besoin d'annonces politiques en trompe-l'œil. Les quartiers ils ont besoin d'une mobilisation durable qui devienne un réflexe de toutes les politiques publiques pour que toutes ces politiques arrivent jusqu'au cœur de ces quartiers. Ce sera l'un des principaux objectifs du comité interministériel des villes qui pourrait être réuni en début d'année 2025. Je porterai une politique territoriale forte avec une réelle coordination entre les collectivités territoriales et les agences et opérateurs de l'État, ARS, CAF, CPAM, ADEME, CDC, entreprises, associations. Enfin, bien entendu, je serai attentive à la mise en œuvre des programmes en rue. Aujourd'hui, tous les crédits ont été répartis et tous les quartiers sont en chantier, avec 3 460 opérations livrées, 12 000 en cours, 2,4 milliards d'euros de subventions versées. Je serai attentive à poursuivre cet effort et l'État y prendra sa part en 2025. Mesdames, Messieurs les députés, voici les trajectoires qui sont les miennes. La crise que subit le secteur nécessite des réponses de court terme, au-delà de cette feuille de route qui, évidemment, embrasse sinon une période large, au moins une période qui dépasse l'immédiat. Et je sais pouvoir compter sur vous et vous pourrez compter sur mon écoute et le travail de coproduction qu'il nous faudra mener ensemble. En tout cas, je serai à votre disposition. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Donc, nous passons maintenant aux oratrices et orateurs de groupe. Donc, pour le groupe Rassemblement National, Monsieur Frédéric Falcon. Oui, merci Madame la Présidente. Bienvenue Madame la Ministre. Écoutez, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui et que vous occupiez un ministère de plein exercice. C'est vrai que c'est inédit. Depuis un certain nombre d'années, on n'avait pas connu de ministère du logement de plein exercice et à ce titre, nous pensons que c'est une véritable avancée. Alors, je vous ai écouté attentivement. Effectivement, il y a une rupture par rapport à ce que nous avons entendu ces dernières années avec vos prédécesseurs. Vous avez fait un focus sur les normes. J'ai bon espoir que nous puissions évoluer de ce point de vue-là. C'est vrai que le gouvernement reste timide de ce point de vue-là. On a eu le débat sur les DPE, le diagnostic de performance énergétique, et un calendrier qui nous semble maintenable, et visiblement le gouvernement ne souhaite pas revenir dessus. Il y a également la RE 2020 avec un calendrier aussi qui est plutôt intenable de notre point de vue et sur lequel le gouvernement n'a pas forcément fait d'annonce. Vous avez évoqué Lausanne avec une forme d'assouplissement. On aimerait avoir un peu plus de détails. Pour ce qui est des bonnes nouvelles, tout de même, sur le prêt à taux zéro, qui est généralisé à l'ensemble du territoire et étendu aux maisons individuelles,
Nous souhaitons saluer cette sage décision qui est attendue par tous les acteurs du secteur. Il y a également l'exonération des droits de mutation à titre gratuit fléchés vers l'investissement neuf, dit dispositif Balladur, qui avait eu cours dans les années 90, qui a permis de sauver le stock de logements neufs chez les promoteurs dans les années 90. Nous trouvons également que c'est une excellente solution. Et de ce point de vue-là, nous souhaitons saluer cette orientation. Nous aimerions avoir quelques détails sur le calendrier, quand est-ce que ça sera mis en place. Pour les sujets qui fâchent un peu plus, notamment la fiscalité, je ne vous cache pas que nous avons été inquiets d'apprendre que le gouvernement envisageait éventuellement l'augmentation des droits de mutation, qui sont déjà particulièrement élevés en France. Aujourd'hui, les frais de notaire, c'est entre 7 et 8%. S'il fallait augmenter ces droits de mutation, ça nous paraît être contre-productif, d'une part pour le secteur immobilier, en augmentant mécaniquement les prix, et d'une part pour le pouvoir d'achat immobilier des Français. Et nous souhaiterions également être rassurés sur les velléités de réinstaurer éventuellement une taxe d'habitation, enfin quelque chose qui ressemblerait. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été diffusées dans la presse et qui n'ont pas forcément été confirmées ou infirmées par le gouvernement. Enfin, sur l'aménagement du territoire, je vous rejoins complètement. Je pense qu'on ne pourra pas sortir de cette crise si on n'a pas une politique d'aménagement du territoire digne de ce nom. On a un problème aujourd'hui, tout le monde veut vivre au même endroit, dans les grandes métropoles ou sur les littoraux. Et on ne pourra pas sortir de cette crise durablement si on ne revoit pas une politique d'aménagement du territoire digne de ce nom, avec une DATAR, par exemple, qui permette à des territoires aujourd'hui un peu délaissés de redevenir attractifs. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Ah oui, alors peut-être que j'en profite pour rappeler les règles. Vous avez raison. Je vous laisse ensuite la parole. Et enfin voilà, dans la mesure, il vous restait 1 minute 30 d'ailleurs pour intervenir. Je vous les laisserai évidemment. Donc je rappelle les règles et les nouvelles règles d'ailleurs qu'on s'est dites en bureau ce matin. C'est-à-dire qu'il y a 4 minutes en tout par oratrice ou orateur de groupe, dont 3 minutes maximum. Par orateur, donc ça vous laisse au moins 1 minute pour répondre et dans le laps de 4 minutes total. Je ne sais pas si je suis claire. Donc là, par exemple, 2 minutes 30, il vous reste 1 minute 30. Voilà. Ensuite, nous aurons des interventions individuelles de tous les députés qui souhaitent intervenir à hauteur d'1 minute et réponse immédiate d'1 minute. Ça aussi, ce sont des nouvelles règles que nous avons décidées en bureau ce matin. Je suis désolée, j'aurais dû vous préciser les choses, surtout que c'est un exercice qui n'est pas facile. Voilà. Par contre, oui, à la fin des interventions de groupe, vous aurez aussi une intervention... Enfin, voilà, je vous laisserai du temps pour compléter, si vous le souhaitez, également. Voilà, ça reste à votre discrétion. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, comme c'est court, malheureusement, Monsieur le député, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de répondre avec précision, mais peut-être je ramasserai en fin de propos ce que je n'ai pas pu vous apporter. En tout cas, merci d'avoir salué les quelques avancées que nous avons d'ores et déjà pu proposer à ce stade des débats budgétaires et des annonces qui ont été faites et des soutiens que nous avons eus sur le prêt à taux zéro. Sur effectivement aussi la question de l'amendement dit Balladur, enfin voilà, on l'a appelé sous différentes formes et qui a vocation à continuer son chemin dans le cadre du travail parlementaire qui suit les deux chambres. Et vous savez bien que c'est un exercice budgétaire qui se poursuivra encore ensuite et que les travaux vont cheminer. Vous m'avez posé donc sur le Balladur, vous savez bien que c'est une mesure qui est une mesure conjoncturelle qui vise à être un relais à la sortie du Pinel. Comment on accompagne le secteur, comment on fait qu'on puisse en sorte de relancer une capacité à aller investir, à produire du logement, mais derrière, très rapidement, il faudra qu'on enclenche un travail et on va le faire et le signifier très vite avec mon collègue Saint-Martin, un travail et une réflexion sur le statut du bailleur privé. Enfin, peut-être un petit mot sur les DMTO, parce que pour le reste, j'y reviendrai peut-être en fin de propos. À titre personnel, enfin pas à titre personnel, en tant que ministre du Logement, évidemment, j'émets quand même quelques réserves sur le sujet des DMTO. Je sais que la question est aujourd'hui examinée à la demande des grandes associations d'élus. J'écoute cela. J'ai juste attiré l'attention de ma collègue Catherine Vautrin sur la nécessité d'avoir un regard attentif
mais mesurée sur l'impact que pourraient avoir les DMTO Merci. et la part que pourrait avoir l'évolution des DMTO. En tout cas, Merci. prudence et réserve. Merci Madame la Ministre. Donc on va reprendre nos règles que je vais essayer de tenir jusqu'à la fin. Donc c'est bien 4 minutes tout compris, avec 3 minutes maximum pour l'oratrice ou l'orateur. Donc maintenant pour le groupe EPR, Monsieur Bastien Marchive. Madame la Présidente. C'est bon. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je vous remercie d'être devant notre commission aujourd'hui pour aborder les problématiques et je l'espère, vous avez déjà commencé à le faire, les solutions qu'on pourra mettre en œuvre afin de garantir à tous les Français un accès à un logement qui soit digne, abordable et durable. Je tiens avant toute chose, comme ça a été fait également, à saluer votre nomination au gouvernement sur un portefeuille redevenu enfin de plein exercice et un portefeuille que vous connaissez bien. Il faut dire que ces dernières années, les difficultés s'accumulent et pèsent sur la capacité des Français à se loger. Le Covid et la guerre en Ukraine ont eu pour effet de déstabiliser profondément le marché avec une inflation, des hausses des coûts de production, des loyers, des taux d'intérêt qui auront eu raison de la capacité d'emprunt des ménages et freiner la construction ainsi que la rénovation des logements. Et si depuis quelques mois la trajectoire semble à la stabilisation, la situation reste fragile, d'autant que les défis sont nombreux. Le défi de la construction de nouveaux logements, d'abord, avec un double sujet, financier et foncier. Financier, puisque les montages d'opérations ne permettent souvent plus d'être à l'équilibre et d'aboutir à la réalisation de projets. Et le propos que vous venez de tenir sur les DMTO va, à mon sens, dans le bon sens pour y contribuer. Un sujet également foncier, puisque pour construire, il faut des terrains disponibles. Il y en a, mais qu'actuellement, notre fiscalité foncière encourage plutôt à la rétention, à défaut de permettre au contraire de mettre ces terrains sur le marché en vue de leur construction. Un autre défi qui est celui de la rénovation énergétique, ensuite, avec un secteur en pleine structuration qui a besoin de stabilité pour créer les conditions d'une diminution durable de nos émissions de gaz à effet de serre. Un sujet auquel je vous sais sensible, Madame la Ministre, puisque nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, notamment dans le cadre de la proposition de loi que nous portons avec mon collègue ici présent, Iñaki Echaniz, pour mieux concilier l'obligation de rénovation énergétique avec la protection des propriétaires et des locataires. Le défi également d'un meilleur accès au logement social, enfin, puisque ce qui à l'origine devait être une solution temporaire dans un parcours résidentiel devient souvent le logement d'une vie, et du fait d'une mobilité au sein du parc largement insuffisante et d'un nombre de constructions ou de rénovations là aussi, sur lesquels on a de belles marges de progression. Autant de chantiers dont on ne pourra se faire l'économie si nous souhaitons ouvrir une nouvelle phase de prospérité pour le logement. Et je souhaiterais donc, Madame la Ministre, que vous puissiez nous indiquer quelles doivent être, selon vous, les priorités d'action dans les prochains mois pour endiguer cette crise du logement et si un calendrier législatif est d'ores et déjà envisagé pour leur mise en application. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur Marchive, d'abord merci pour vos propos liminaires. Vous avez rappelé effectivement le contexte très compliqué dans lequel on se trouve, un contexte très compliqué, vous l'avez rappelé, inflation, coût de production, enfin une accumulation, on va dire, d'étoiles qui n'ont pas permis à la stratégie logement d'être au rendez-vous des attentes du territoire, des populations. Le livret A, la baisse des taux vont être évidemment essentiels dans cette conjoncture. Je l'ai rappelé tout à l'heure, les axes sur lesquels déjà nous avons posé des objets budgétaires et nous soutenons la nécessité de continuer le travail sur l'accompagnement du monde du logement social. Il y a la question de la RLS, de l'indexation de la RLS, des moyens complémentaires qu'il faudrait pouvoir essayer de mobiliser pour accompagner une relance de la construction et un soutien des bailleurs sociaux. Nous nous y attellerons aussi, encore une fois, dans le chemin budgétaire qui reste devant nous. Vous avez parlé du foncier. Évidemment, vous l'avez compris, que ce soit au travers du travail que nous allons mener avec Catherine Vautrin sur Lausanne, où il faut que le logement retrouve toute sa place. Merci. Sans tout. Pardon, désolée. Non, je vous laisse finir votre phrase. Non. Mais je continuerai tout à l'heure à la fin, sinon je vais déborder à chaque fois. Oui, je suis désolée. Je vous laisse. C'était un peu brutal, mais je vous laisse tout le temps que vous souhaitez à la fin des interventions de groupe. C'est pour rester
voilà, avec le même temps de réponse par orateur de groupe. Pour le groupe France Insoumise, François Wickmann. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. 732 morts. 732 morts à la rue, selon le collectif SDF. Depuis le début du quinquennat de M. Macron, ce sont 4438 personnes qui, à minima, sont mortes à la rue. Cela signifie, chers collègues, que chaque jour dans notre pays, 2 personnes meurent à la rue, dans le silence. Le silence est celui du bruit de notre indifférence. Chaque mois, 60 personnes meurent de non-assistance à personnes en danger dans un pays qui compte plus de 3 millions de logements vacants. Combien y aurait-il de personnes supplémentaires à la rue l'année prochaine, sachant qu'en 2023, 19 000 ménages ont été expulsés par la force, soit une hausse de 17% par rapport à 2022 et de 150% sur ces 20 dernières années. Une tendance qui va s'accélérer avec la loi Kasbarian-Berger, plagiée au Rassemblement national, qui réduit les délais de recours possibles pour les locataires en difficulté. Des locataires de plus en plus nombreux à galérer pour boucler leur fin de mois avec la stagnation des revenus, l'inflation et la cherté des loyers, et donc à être exposés à des arriérés de paiement. Mes questions seront donc les suivantes, Madame la Ministre. Suivrez-vous notre proposition de généraliser l'encadrement des loyers et d'instaurer la garantie universelle des loyers pour lutter contre la spéculation locative ? Allez-vous cesser la ponction en cours dans les trésoreries des offices HLM, avec la RLS notamment, les restreignant dans la construction et rénovation du parc public alors que 2,7 millions de ménages sont en attente d'un logement social ? Enfin, à court terme, quelle solution pour les 330 000 sans-abri de notre pays ? Je rappelle juste ceci, notre pays, entre 1971 et 1975, a été capable, dans le cadre du plan Neige, c'est-à-dire à des fins touristiques, de construire pas moins de 150 000 lits. Est-ce qu'un effort similaire est prévu pour éviter que des personnes meurent à la rue dans notre pays ? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Évidemment, personne ne peut être insensible aux chiffres que vous avez évoqués, 732 morts à la rue. Comment on ne peut pas être touché humainement par un contexte comme celui-là ? Ce n'est pas possible. Maintenant, vous savez comme moi que dans le contexte dans lequel nous sommes, la première, en tout cas des initiatives que j'ai prises, c'est de m'assurer financièrement qu'au rendez-vous du budget 2025, on aurait toujours 203 000 places d'hébergement d'urgence de financer dans notre pays. C'était le premier sujet. Je ne sais qu'il n'est peut-être pas satisfaisant dans le contexte, mais croyez-moi, intégrant d'ailleurs à l'intérieur de cette enveloppe, dès 2024, qu'il a fallu sécuriser, faire en sorte aussi que les Ségur soient au rendez-vous, car vous le savez aussi, les acteurs de l'hébergement d'urgence, de ce point de vue-là, étaient inquiets et nous serons au rendez-vous. Vous avez parlé évidemment aussi de l'encadrement des loyers. J'ai signifié à Madame la Présidente de la Commission qu'un travail d'évaluation pourrait être fait et qu'on pourrait le faire utilement avec la Commission des affaires économiques, en tout cas qu'un travail pourrait être mené d'évaluation assez rapidement dans l'année 2025. Vous parlez de la RLS, ça a toujours été mon combat. On a un contexte budgétaire, il y a des choses qu'on pourra faire, d'autres qu'on ne pourra pas. Le débat budgétaire n'est pas terminé. Une partie de la RLS, je vous ai dit, l'indexation, nous souhaitons la supprimer et aller un peu plus loin avec l'USH pour trouver des solutions. En tout cas, le chemin n'est pas terminé. Moi, je continue à défendre l'idée qu'on doit les accompagner dans la production de logements et dans le soutien qu'on doit avoir pour être au rendez-vous de la rénovation et de la construction. Merci Madame la Ministre. Pour le groupe socialiste, Iñaki Etxaniz. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Merci à vous deux pour vos propos introductifs et votre soutien à notre texte visant à réguler le nombre de meublés de tourisme qui sera définitivement adopté demain, je l'espère. Construit dans un esprit très constructif avec les parlementaires de nombreux bancs comme de nombreux élus locaux. Cette proposition de loi est une belle avancée, mais beaucoup reste encore à faire face à la crise en cours. D'abord, pour améliorer rapidement les conditions d'accès au logement. C'est tout l'objet de nombreux amendements portés par les socialistes au projet de loi de finances.
l'incitation à la remise sur le marché des logements vacants, alors que beaucoup d'autres grandes capitales sont en avance sur le sujet, l'élargissement du PTZ et le rétablissement de l'APL accession, l'augmentation de l'abattement au microfoncier pour inciter les bailleurs à faire de la location nue longue durée et le soutien financier aux bailleurs sociaux. Les socialistes ont porté une enveloppe de 300 millions d'euros pour combler à minima une partie de la RLS. Soutiendrez-vous en particulier ces deux dernières mesures adoptées? Beaucoup reste aussi à faire pour améliorer les conditions de vie dans les logements. Aller plus vite dans leur rénovation alors que trop de Français vivent mal dans des bouilloires et des passoires thermiques. Mon excellent collègue Stéphane Delautrette, qui avait porté la garantie universelle des loyers pour retrouver la confiance entre propriétaires et locataires, portera une PPL qu'il vous exposera et qui vous interrogera dans quelques minutes sur ce sujet. Si le DPE est bienvenu, il reste encore du travail pour garantir aux locataires de bénéficier de logements en bon état. La pression sur l'offre est un terreau pour de nombreuses illégalités. Plomberie vétuste, insalubrité, mais aussi baux illégaux et faux congés locatifs. En effet, en zone tendue, les faux congés et les baux mobilités sont la voie royale pour se débarrasser de son locataire, alors que faute de pouvoir acheter, les ménages se tournent de plus en plus vers la location. Il est nécessaire de mieux garantir leurs droits. Les socialistes ont à ce titre déposé une proposition de loi en mars pour mieux encadrer les congés locatifs, en faisant notamment porter la charge de la preuve de la légalité du congé sur le bailleur, en allongeant les délais de préavis dans les zones tendues ou en recensant les congés pour en évaluer la progression. Quelles mesures soutiendrez-vous en faveur d'une meilleure qualité de vie pour les locataires dans un logement digne et durable? Merci. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Bien sûr, Monsieur Echaniz, vous avez évoqué les nombreuses propositions et initiatives, d'abord les initiatives parlementaires qui permettent effectivement de nourrir et de faire prospérer les solutions pour accompagner l'amélioration de nos politiques de logement. Et on en a vu, on en a une qui est actuellement en cours et l'autre a déjà été évoquée. Vous évoquez toute une série de solutions que vous proposez, dont certaines ont été adoptées ici déjà, dont à la RLS. Je vous ai dit évidemment que je suis sensible à cette question, que nous cheminons, comme vous le savez, le travail de préparation et d'atterrissage budgétaire avec le gouvernement est un long chemin qui continue à prospérer et sur lequel, en tout cas, tout en saluant votre initiative, parce que je pense qu'aujourd'hui, elle est juste le reflet de la nécessité de trouver les voies et moyens d'améliorer les solutions pour les acteurs du logement social. En tout cas, je ne peux pas vous dire qu'en tout cas, la solution que vous proposez sera prise stricto sensu aujourd'hui, mais sachez qu'en tout cas, je me bats pour aller dans cette même direction et que je ne sais pas quel sera le point d'atterrissage à ce jour, je ne peux pas vous le dire, mais qu'on fera encore un chemin avec les bailleurs sociaux. Sur la rénovation thermique, ce sera 350 000 rénovations en 2025. Et puis sur la PPL et sur les solutions en matière d'encadrement, d'encadrer les congés locatifs et toutes les questions qui pourront être travaillées autour de ce sujet, je ne vais pas vous donner de réponse maintenant, je n'en ai pas le temps, mais je m'engage à y travailler et à échanger de toute façon avec vous sur les travaux et les réflexions que vous avez d'ores et déjà posées sur la table du Parlement. Je vous remercie, Madame la Ministre. Pour le groupe Droite républicaine, Jérôme Nury. Pardon. C'est bon. Ah, pardon. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous venons d'entendre votre discours volontariste, énergique, et donc sur la forme, il est rassurant et revigorant. On ne peut que s'en réjouir et vous en féliciter. Il en est de même s'agissant de votre ministère de plein exercice, qui est un bon signal pour le secteur du logement. Toutefois, sur le fond, je suis regretté de vous dire qu'il y a encore du chemin afin de convaincre l'élu rural que je suis. Il faut urgemment changer de paradigme et surtout sortir de cette idéologie écolo-marxiste qui est en train de trucider nos campagnes. Madame le ministre, sur le ZAN, il ne faut pas le toiletter discrètement ou l'adapter subrepticement, il faut l'abroger. Car dans nos campagnes vertueuses, en termes de consommation de terres agricoles, il va nous tuer. Qu'il soit dans les zones urbaines adaptées et périurbaines, oui, mais dans les campagnes, il faut absolument l'abroger. S'agissant du prêt à taux zéro, bravo de l'étendre à tout le territoire, mais par contre, ouvrons-le au logement neuf dans les zones rurales. Car oui, dans nos campagnes, on veut aussi vivre dans des maisons individuelles neuves et pas que dans des logements de centre-bourg. Si on vit dans un petit village,
c'est aussi pour avoir un peu d'extérieur, avoir un potager éventuellement, un chien, un cheval ou un âne, et faire le barbecue le dimanche. Donc dans les campagnes, on peut aussi aspirer à la maison individuelle. En conclusion, Madame la Ministre, dans quelle philosophie allez-vous inscrire votre action vis-à-vis des campagnes et du logement dans les territoires ruraux qui ont été les grands abandonnés des pouvoirs publics depuis 15 ans? Merci, Madame la Ministre. Alors, merci Madame la Présidente. Monsieur le député, en tout cas, permettez-moi de vous rassurer sur les deux sujets. En tout cas, sur le ZAN, si ce n'est que moi, le périmètre, en tout cas, de mes compétences sur le sujet du zéro artificialisation nette, c'est la clé d'entrée logement. Et c'est bien Madame Vautrin qui va piloter, en tout cas, le lien avec les territoires et la construction de la transformation de l'outil ZAN. Mais la nécessité, effectivement, de le transformer est là. Par contre, j'attire votre attention quand on entend les uns et les autres sur le fait que de nombreuses régions ont déjà adopté leurs schémas régionaux d'aménagement du territoire, répartis entre les SCOT, les enveloppes, et que si on casse tout, je le dis juste, je ne dis pas que je suis pour ou que je suis contre, on peut se remettre dans une situation où on remet 2 ans dans la vue à tout et où on bloque un petit peu toutes les solutions, les outils. Ça peut ne pas être ça, mais ça veut dire juste, monsieur le député, enfin moi je suis favorable à l'assouplissement du ZAN et à ce qu'on retrouve des marges de manœuvre pour la ruralité. D'ailleurs, on a toujours fait attention et j'ai été engagée lorsque j'étais parlementaire au Sénat sur comment rendre du mou au territoire avec le ZAN sans tout casser, parce qu'on n'est pas là pour tout casser, mais faire en sorte que ça atterrisse dans la vraie vie. Comptez sur nous pour regarder comment ça peut atterrir dans la vraie vie. Et deuxième point, je veux vous rassurer, si je me suis battue pour qu'il y ait le PTZ sur tout le territoire, c'est parce que je considère qu'on ne peut pas donner toutes les possibilités à un jeune primo-accédant modeste qui est en zone métropolitaine et aucune s'il a le malheur d'habiter dans la ruralité. Et qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une équité à ce point de vue-là, à partir du moment où individuel, collectif neuf et ancien, c'est-à-dire vous pouvez avoir le PTZ pour acquérir dans l'ancien détendu, secteur détendu, ruralité, acquisition collective et individuelle neuf dans la ruralité, monsieur le député. Bref, tous les écrans sont au vert à partir du moment où aussi, mais c'est une évidence, de toute façon, les documents d'urbanisme des collectivités, avec le ZAN, chacun sera économe de son foncier et fera attention, tout en laissant la possibilité à du logement individuel, qu'on ne délivre pas des parcelles trop importantes, mais je pense que tous les maires ont compris qu'aujourd'hui, ce n'était pas leur intérêt et qu'on peut joindre l'utile à l'agréable, être responsable, tout en étant à l'écoute des besoins des habitants. Merci Madame la Ministre. Pour le groupe écologiste et social, Boris Tavernier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, il faudra travailler avec le Parlement. Aujourd'hui, l'état du budget logement n'est pas satisfaisant tel que déposé. Des amendements gouvernementaux et parlementaires viendront utilement le compléter. Madame la Ministre, c'est ce que vous déclariez mi-octobre. Vous aviez raison. Le budget logement tel que déposé n'était alors pas satisfaisant, mais nous sommes 3 semaines plus tard, bien que non achevé. L'examen du projet de loi de finances a progressé et de nombreux amendements ont été adoptés en séance comme en commission. Des amendements qui sont venus utilement le compléter. Faisons un petit point d'étape. Vous le savez, il faut relancer la construction des logements sociaux. Il y a urgence. Chez moi, dans le Rhône, pour une attribution de logement social, on compte plus de 8 demandes. En France, plus de 2 600 000 ménages sont en attente d'un logement social. C'est pourquoi un amendement très attendu par les professionnels du secteur, visant à rétablir la TVA à 5,5% sur toutes les constructions neuves, ainsi que pour les travaux réalisés dans les logements sociaux existants, a été adopté par notre Assemblée. Qu'en pensez-vous? Allez-vous soutenir cet amendement pour qu'il figure dans le texte final? L'an passé, 735 personnes sans domicile fixe sont mortes dans la rue, un chiffre en augmentation. La rue tue, et pourtant le projet de loi de finances de 2025 prévoit froidement un gel des capacités d'accueil en hébergement d'urgence. Rappelons également que 2043 enfants sont contraints de dormir dans la rue. Il est nécessaire d'augmenter les capacités d'hébergement d'urgence. Lundi, la Commission des finances a donc utilement complété le projet de loi de finances dans ce sens par l'adoption de plusieurs amendements. Qu'en pensez-vous? Il y a trop de morts dans la rue, trop d'enfants qui dorment dehors. Allez-vous plaider pour une hausse des moyens alloués à l'hébergement d'urgence? Vous le savez, avec le logement, il est possible de mener une politique écologique et populaire. Une politique qui soit bonne pour le climat, bonne pour le porte-monnaie et bonne pour le confort de vie. C'est dans ce sens que plusieurs amendements ont été adoptés en commission visant à renforcer les crédits alloués à la rénovation thermique des bâtiments. Je pense par exemple à un amendement visant à renforcer les moyens de MaPrimeRénov' pour lutter contre les bouilloires thermiques, afin d'adapter les logements aux fortes chaleurs. Comment vous positionnez-vous sur ces amendements rehaussant les crédits à la rénovation énergétique? L'examen du PLF en commission a également là aussi pu utilement compléter le texte en ce qui concerne la politique de la ville, dont vous avez a priori la responsabilité.
Alors que le texte initial proposait une inconsciente baisse des crédits de la politique de la ville de 14%, un amendement de ma collègue Danielle Simonet a été adopté permettant le rétablissement de ces crédits essentiels. Idem, des amendements sont revenus renforcer les moyens de l'ANRU ou compléter les moyens des contrats de ville, que ce soit sur les enjeux d'alimentation ou de lien social. Quelle ambition budgétaire allez-vous défendre pour les quartiers populaires ? Hébergement d'urgence, construction de logements sociaux, rénovation énergétique des bâtiments, politique de la ville. Sur ces nombreux enjeux, l'Assemblée nationale est donc venue utilement compléter le projet de loi de finances. Comment vous positionnez-vous sur ces différents amendements ? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Vous avez balayé un champ extrêmement large en 1 minute et demie. Je ne pense pas être en capacité. En tout cas, vous avez compris, dans un contexte budgétaire extrêmement contraint où on nous demandait plutôt de réduire la voilure, j'ai proposé de la remettre un cran au-dessus sur le PTZ, d'être au rendez-vous de l'amendement Balladur, de regarder comment on peut refaire un bout de chemin sur la RLS et un accompagnement qui va continuer à cheminer sur les logements sociaux. La TVA 5,5, ça a été un combat de trop. Je ne peux pas vous dire qu'il ne me plaisait pas et que je ne souhaiterais pas cela. Simplement, vous comprenez bien que dans le contexte dans lequel nous étions, j'ai déjà beaucoup mobilisé. Sur la rénovation urbaine, j'ai défendu bec et ongle qu'on ne propose pas un budget en rue à zéro, mais qu'on remette des moyens et qu'on inscrive dans le marbre la remise de ces moyens, sachant qu'ils ne sont pas suffisants, mais que derrière, comme je vous l'ai dit dans mon propos liminaire, la politique de la ville, la rénovation urbaine, on va essayer de reposer les sujets. On va continuer le travail. Je ne peux pas vous dire oui sur tout, mais croyez-moi, tous ces sujets, je les ai bien en tête, la ville, la rénovation urbaine, la question du logement social, mais aussi des investisseurs privés, parce que je pense qu'on est dans une telle situation de crise du logement qu'il faut... L'hébergement d'urgence, c'est sur tous les maillons qu'il va falloir agir. Merci. Et partout, j'irai au plus loin sur les curseurs, en tout cas au plus loin de ce qu'on me permettra. Merci, Madame la Ministre. Madame Delphine Lingemann. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, au nom du groupe démocrate, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre nomination et vous assurer de notre soutien dans vos missions sur le dossier crucial qui est celui du logement. Députée d'un département rural, le Puy-de-Dôme, je ne vais pas parler du ZAN qui reste un sujet essentiel pour nos communes mais qui a déjà été abordé par un de mes collègues. Je vais vous parler de la nécessité d'accompagner la rénovation du bâti rural, public et privé, qui est un véritable enjeu sur nos territoires. Le plan France Ruralité comporte des actions en faveur de l'habitat en milieu rural articulées autour de 2 axes. Premièrement, la lutte contre le logement vacant en milieu rural qui concentre 37% de la vacance alors qu'il ne représente que 24% du parc de logement, avec la création d'une prime de sortie de vacances de 5 000 € pour les propriétaires qui effectuent des travaux de réhabilitation ou qui rendent disponibles des résidences secondaires à des publics cibles. Deuxième axe, l'accompagnement de la réhabilitation du logement en ruralité, avec 100 millions d'euros sur 5 ans portés par l'ANA pour accompagner la réalisation d'opérations programmées sur l'amélioration de l'habitat dédié à la revitalisation rurale. Alors aujourd'hui, les communes sont également accompagnées avec d'autres dispositifs comme Cœur de Ville, Petite Ville de demain ou encore Village d'avenir, pour travailler en amont, notamment sur l'ingénierie territoriale et sur l'aménagement, plutôt se concentrer sur l'aménagement des centres-bourgs. Vous le savez, Madame la Ministre, le potentiel de rénovation des cœurs de village permet de répondre aux enjeux du ZAN. Aujourd'hui, il n'existe aucun modèle économique qui va de l'ingénierie à la finalisation des travaux pour accompagner la réhabilitation du bâti rural, qu'il soit public ou privé. Les maires ruraux de France réunis en AG ont appelé à un plan Marshall de rénovation du bâti rural afin d'accompagner les élus. Je souhaiterais recueillir votre avis sur une proposition qui m'a été faite par le président de l'association des maires ruraux du Puy-de-Dôme, Sébastien Goudbel. Alors, sans opposer les territoires, sur le modèle de l'ANRU, qui finance et accompagne la transformation des quartiers de la politique de la ville dans toute la France, que pensez-vous de la création d'une agence nationale de rénovation rurale ? Cette agence nationale de rénovation rurale pourrait accompagner les élus des territoires ruraux tout au long de la mise en œuvre du projet, du pré-diagnostic à l'achèvement des travaux, dans les relations avec les ABF, parfois compliquées, ou la préemption de biens privés vacants. Alors que 54% des habitants des zones rurales ont déjà renoncé à chauffer leur logement par manque d'argent, contre une moyenne nationale de 42%, cette agence pourrait intervenir dans les financements, le renforcement
de l'information sur les dispositifs existants, contournant ainsi la frilosité des opérateurs bancaires. Alors, Madame la Ministre, je vous laisse juger ces missions ou le contour que pourrait avoir cette éventuelle future Agence nationale de rénovation rurale. Mais que pensez-vous de sa pertinence? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Les propositions que vous avez faites sont vastes, mais pour tout vous dire, Madame la députée, évidemment que l'habitat rural nécessite vraiment qu'on se penche attentivement. J'ai déjà esquissé avec votre collègue député, en tout cas, l'attention et le souci qui est le nôtre quant à la ruralité, enfin l'aménagement du territoire. On ne va pas le traiter de la même façon dans l'urbain et dans le rural, mais on ne peut pas penser qu'urbain. Il faut vraiment avoir une stratégie d'aménagement du territoire équilibrée, équitable. Elle ne sera pas égalitaire, nous ne sommes pas dans les mêmes réalités, mais elle doit exister, elle doit s'articuler. Et pour ma part, et sans m'avancer au-delà, parce que j'en discuterai évidemment, et mon souhait c'est de travailler avec Françoise Gatel, mais sur l'idée d'un plan pour l'habitat rural, en regardant, il y a beaucoup de politiques, villages d'avenir, petites villes de demain, beaucoup d'initiatives. Comment peut-on réfléchir aux outils existants, à ce qui manque, les trous dans la raquette? Et il y a une vision globale sur les enjeux stratégiques de la ruralité, y compris sur les outils, parce que c'est vrai que quand on cherche des opérateurs pour aller intervenir sur des petits objets dans la ruralité, on cherche longtemps. Et là, comment on fait? Une fois qu'on l'a dit, c'est pas si simple que ça, mais ça veut dire qu'il y a un vrai sujet global à regarder. Il faudra peut-être effectivement creuser, faire une mission. J'en parle à Françoise. On revient vers vous, Madame la députée. Merci, Madame la Ministre. Pour le groupe Yacht, Monsieur Harold Duvart. Merci, Madame la Présidente. Alors, moi, je voudrais d'abord remercier Madame la Ministre pour la qualité et l'engagement de ses réponses. J'ai toutefois un sentiment parfois un peu mitigé, parce que quand je vous écoute, je ne doute pas de votre combativité, je ne doute pas de vos intentions. Quand j'écoute certains de vos collègues en séance publique sur le budget, parfois je doute de votre réussite. Alors, je ne la souhaite pas dans l'intérêt du pays. En revanche, il y a quelques points qui me paraissent mériter d'être une insistance toute particulière. Le premier sujet, c'est le ZAN, puisque qu'on soit pour ou contre, et il y a de toute façon une zone de flottement aujourd'hui qui amène certaines régions à confirmer leur schéma régional d'aménagement et d'autres à le suspendre, ce qui ne manquera pas d'avoir des conséquences préjudiciables, notamment pour les zones rurales qui, comme cela a été dit, sont les plus fragiles. Il y a le sujet de la RLS que vous avez beaucoup développé, mais sur lequel j'insiste, et notamment les propositions qui auront tout notre soutien pour essayer d'atténuer l'impact de ce prélèvement de trésorerie. Nos bailleurs sociaux, et vous en êtes la première convaincue, ont un rôle capital dans la bombe sociale à retardement qui est la crise du logement, et ils répondent à une demande qui est absolument fondamentale. Et on est heureux, et je pense que beaucoup de bailleurs sociaux, dont je faisais partie encore quand j'étais élu local il y a quelques mois, sont extrêmement reconnaissants de cette affirmation et des propos et des mesures que vous avez prises dans leur direction. Et alors, j'ai deux questions. Le sujet, c'est pas mal de bailleurs sociaux et de leurs fédérations travaillent et réfléchissent à l'idée d'un tarif social de l'électricité. Est-ce que ce sont des charges récupérables dans nos offices, chez nos bailleurs sociaux, et donc elles ont un impact encore considérable dans le budget des ménages. Et deuxième sujet, c'est la simplification. Le code de l'habitat est une vieille armoire à pharmacie à demi éventée qui comporte toutes sortes de dispositions archéologiques plus ou moins adaptées aux besoins de notre temps. Quelle est la méthode que vous avez retenue au sein du gouvernement, ou vous entendez retenir, pour permettre à la simplification, et notamment la délégalisation et le toilettage d'un certain nombre de règlements et de dispositions législatives qui sont aujourd'hui obsolètes et même contre-productives? Comment votre ministère va s'insérer dans le processus de simplification, et quelle est la méthode que vous souhaitez prendre sur ce sujet? Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Huvard, d'abord, merci pour vos propos. Merci de signaler que je suis très convaincue, mais pour autant, ce n'est pas parce que mes collègues, dans leur rôle de maître du jeu et du respect de l'engagement budgétaire, évidemment, vous savez bien que nous sommes dans un chemin, et que dans ce chemin, chacun essaye d'avancer dans le respect collectif du travail gouvernemental, d'aller au plus loin possible pour essayer de défendre, et bien évidemment, les thématiques, les enjeux et les sujets sur lesquels nous sommes attendus. Et que, comme vous le savez, il y a déjà des pas qui sont franchis. On va continuer. Il y aura un atterrissage, bien sûr. Il n'est jamais il n'est jamais à la hauteur des ambitions et des aspirations. Mais franchement, on a quand même déjà avancé un certain nombre de dispositions qui vont nous permettre d'améliorer les choses.
Alors, vous m'avez questionné sur un sujet dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la simplification, les lourdeurs, toutes les complexités dont on peut souffrir aujourd'hui et qu'il faut lever. Sur cette question, comme sur les autres, je l'ai dit tout à l'heure, des grands PJL, des grands objets avec des sujets qui peuvent amener à des positions contradictoires entre les uns et les autres et bloquer en fait des grands textes et ne pas les faire cheminer. Moi, je suis pragmatique et je pense qu'il y a plein de sujets sur lesquels, en partant d'initiatives et de travaux parlementaires, on peut peut-être cheminer. Celui de la simplification peut être un chantier à porter, à proposer rapidement, en tout cas, qui peut faire l'objet d'une initiative parlementaire dans lequel il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a déjà identifié des progrès. En tout cas, moi, je vous le dis, je serai, comme je l'ai dit dès le départ, très pragmatique et je compte m'appuyer sur l'intelligence parlementaire. Je suis une très ancienne parlementaire. Je crois beaucoup, en plus, à la capacité transpartisane des parlementaires à trouver des solutions. Merci. Pour le groupe UDR, Charles Along, pardon, excusez-moi. Merci Madame la Présidente. Bonsoir Madame la Ministre. Ma question porte sur la loi SRU. Notre parc social aurait pu être notre honneur, celui de permettre aux travailleurs modestes et à leurs familles d'accéder à un logement décent. Il est cependant trop souvent détourné de sa vocation par certaines municipalités qui en font, on peut le dire, une source de clientélisme. Depuis plusieurs années, nous assistons au développement de ghettos qui comptent parfois plus de 30, 40 ou 50% de logements sociaux. Vous en conviendrez, le communautarisme profite de ces décisions politiques qui sonnent comme des trahisons à notre pacte républicain. Tout d'abord parce que notre parc HLM est devenu malgré lui une trappe à pauvreté. Ça a été rappelé précédemment, mais son taux de rotation est trop faible, de l'ordre de 8%. Quand vous entrez dans un logement HLM, au fond, vous avez toutes les chances d'y être assigné à vie. D'autre part, parce que notre parc social, comme le relevait l'INSEE l'année dernière, est largement préempté par une population à bas revenus issue de l'immigration. Si seuls 11% des ménages non immigrés sont locataires d'un logement HLM, ce ne sont pas moins de 35% des ménages immigrés qui en sont locataires, et c'est même 49% pour les ressortissants algériens. Alors certains élus peu scrupuleux abusent de ce levier pour faire prospérer une manne électorale dans leur commune. Madame la Ministre, on parle aujourd'hui beaucoup des pénalités financières imposées aux villes qui ne construisent pas assez de logements sociaux, mais à peine ose-t-on évoquer les pénalités financières que l'on devrait mettre en place pour celles qui, à ce titre, en construisent trop. C'est pourtant ce que réclament certains de nos grands élus locaux qui essayent d'ailleurs de porter ce sujet sur la table depuis plusieurs années. Alors ma question est simple et vous aurez plus de 2 minutes pour y répondre. Que comptez-vous faire pour lutter contre la concentration excessive de logements sociaux et l'absence de mixité bien regrettable qu'elle entraîne? Merci beaucoup. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, aujourd'hui, vous faites allusion et vous nous interrogez sur la part et la responsabilité ou la concentration de populations immigrées ou issues de l'immigration comme étant la responsable ou la cause de beaucoup de choses. Franchement, aujourd'hui, si on a un effort à faire, c'est, comme je l'ai dit, libérer tous les leviers pour construire plus de logements, pour avoir plus de mobilité dans le parc, d'assurer une mixité aussi au travers des politiques de la ville et de la rénovation urbaine, des fonctions dans un quartier, des typologies de logements, des natures de logements, pour en faire des quartiers de ville à part entière. Ça n'a rien à voir avec l'origine des gens, ça a à voir avec la mixité sociale, ça a à voir avec la présence commerciale, la présence de services publics, la mobilité dans les quartiers et tout simplement aussi de libérer le parcours résidentiel, monsieur. Veillez à ce qu'on ait effectivement une mixité sociale dans les quartiers parce qu'on a une mixité de produits, c'est ça la vraie clé. Et relancer la production de logements, aider à l'accession sociale et à la propriété, mettre en place le PTZ pour faire en sorte qu'il y ait plus de fluidité dans le parc, oui, mais résumer les problèmes du logement à la question de l'immigration, on ne peut pas.
Écoutez, il y a des politiques d'attribution de logements, il y a des collectivités qui sont là pour gérer et faire en sorte qu'il y ait une mixité dans les quartiers à tout point de vue, Mais on ne peut véritablement pas se satisfaire du propos que vous venez de dire et en tout cas de le réduire à ça, le problème. Aujourd'hui, il faut continuer l'effort en matière de libération du logement social, de production de logement social. Et c'est par là qu'on réussira et par aucune autre voie à laisser une place à chacun dans notre territoire. Merci Madame la Ministre. Est-ce que vous souhaitez compléter peut-être certaines réponses suite aux interventions des orateurs de groupe ou est-ce qu'on passe directement aux interventions individuelles ? Je pense avoir quand même largement balayé et répondu. En tout cas, si je peux apporter des contributions écrites sur des sujets sur lesquels je n'aurais pas pu vous répondre, je le ferai volontiers. Et en tout cas, je me tiens à votre disposition s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez que j'approfondisse. Alors, on passe aux interventions individuelles. Je précise que tous les députés peuvent poser, les collègues députés peuvent poser une question individuelle, y compris les oratrices et orateurs de groupe qui se sont déjà exprimés. Voilà. Donc, Monsieur Jean-Luc Fugit. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, je voudrais aborder un sujet qui vient un petit peu d'être abordé, mais qui n'est pas simple, et l'aborder au regard de la situation, je dis bien de la situation concrète, dans ma circonscription au sud du département du Rhône. Mon territoire, il est partagé entre des communes à plus de 40% de logements sociaux, comme la ville de Givors, où ce n'est pas un reproche, et c'est même une commune où j'habite. Et partagé aussi avec d'autres communes qui ont beaucoup moins donc, de logements sociaux. Et en échangeant avec les maires de ces communes, on voit que tout n'est pas simple. Et que malgré les dynamiques de progrès ces dernières années, les services de l'État se montrent à juste titre, donc parfaitement exigeants. Mais ça crée parfois un climat de tension auquel je pense qu'il faut apporter des réponses. Et j'aimerais savoir comment vous comptez accompagner ces communes, quelle est votre approche de ce sujet. Et je m'interroge même sur s'il ne faut pas faire évoluer un petit peu les périmètres, y compris le périmètre législatif, en incluant la question des logements intermédiaires, afin de favoriser l'offre de logement la plus complète possible. Merci, Monsieur Fugit. Je me permets d'essayer... Merci. Je passe la parole maintenant à Madame la Ministre. Je suis désolée, je suis obligée de tenir le temps. Madame la Ministre. Bon, bref, c'est quand même sinon, on va me le reprocher pour chacune et chacun d'entre vous, chaque fois que je rappellerai la règle. Madame la Ministre, c'est une minute, en fait. C'est la nouvelle règle depuis la décision qu'on a prise à l'unanimité au bureau. Voilà, donc je vous laisse une minute, Madame la Ministre. Oui, monsieur le député, vous évoquez une question que vous savez être un totem, un tabou, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, qui est la loi SRU, où on est complètement pour, où on est complètement contre. Enfin, c'est un sujet, la loi SRU... Non, mais c'est un sujet de la loi SRU qui est très difficile, sur lequel on revient régulièrement. Il y a eu dans des lois précédentes des solutions qui ont été apportées, certes imparfaites, mais qui ont commencé à aborder un chemin. Je pense aux contrats de mixité sociale. 400 sont signés aujourd'hui. Beaucoup ne mobilisent pas ces contrats de mixité sociale qui permettent vraiment de desserrer les taux, de limiter les sanctions financières qui sont appliquées aux collectivités et vraiment de trouver des solutions. Pour en avoir pratiqué, pour en avoir vu, pour les avoir soutenues et portées, franchement, cette solution, on la sous-estime beaucoup. Elle apporte vraiment des pistes de travail. Après, la loi SRU, vous le savez, dans un contexte politique complexe, c'est un sujet sur lequel il faut avancer avec prudence et en tout cas sans ignorer les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Je vous le dis, nous avons des outils qui sont sous-estimés, méconnus et sur lesquels on a des vraies solutions. Merci Madame la Ministre. Donc je rappelle l'exercice difficile mais qu'il faut essayer de tenir, qui est une minute maximum par oratrice, orateur et une minute pour Madame la Ministre. Madame Sandrine Nosbet. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le 12 novembre sera la journée contre la précarité énergétique. Dans la 7e puissance mondiale qu'est la France, la précarité énergétique touche 12 millions de personnes. 1/5 de nos concitoyens souffrent du froid. Dans la 7e puissance mondiale, des gens meurent et vont mourir du fait de la précarité énergétique si rien n'est fait. Plus de 10 000 personnes, peut-être pour être exact d'ici 2034, selon une étude du ministère de la Transition écologique. La rénovation des passoires énergétiques est donc une nécessité et pourtant, vous avez réduit d'1,5 milliard d'euros le budget de la prime dédiée à la rénovation énergétique dans votre PLF. Heureusement, en commission des finances, le NFP a réussi à rectifier la balance et nous continuerons la bataille pour cela.
Madame la ministre, mes questions sont donc les suivantes. Quand allez-vous considérer, quand 1/5 de nos concitoyens souffrent du froid et que ces chiffres ne cessent d'augmenter, qu'il est temps d'agir concrètement? Quand allez-vous enfin faire de la rénovation thermique une priorité? Plus succinctement, qu'attendez-vous, Madame la ministre? Merci, Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, évidemment, on peut toujours faire plus, mieux, mais vous savez très bien aussi que l'effort consenti au travers de l'ANA et de MaPrimeRénov' est quand même extrêmement considérable. Il a permis quand même de massifier énormément les solutions abordées. Je l'ai rappelé, on va financer sur l'année 2025 350 000 rénovations thermiques et ce n'est pas négligeable. La précarité énergétique, je partage, est un sujet essentiel. Des impayés d'énergie sont souvent générés aux côtés des impayés de loyer quand on n'attaque pas des travaux de rénovation. C'est aussi l'objet de la PPL portée par M. Marchive et M. Echaniz, de ne pas impacter le calendrier qui a été vu au 1er janvier 2025, tout en s'adaptant aux situations de contraintes et en clarifiant effectivement la façon dont se mettra en application la date du 1er janvier 2025. C'est quand même la nécessité Merci. qui a été quand même construite de ne pas bouger sur les enjeux fondamentaux, Merci. être au rendez-vous des moyens et du calendrier, tout en prenant en compte les difficultés de certaines situations, les copros. Merci, Madame la ministre. Voilà. Madame Mélanie Thomas. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le placement en liquidation judiciaire de l'entreprise Maison Kervran, constructeur emblématique de maisons individuelles dans le Finistère, a provoqué une onde de choc dans l'ensemble de mon département, laissant une 60aine de salariés sans emploi, laissant aussi des sous-traitants en rupture d'activité et des centaines de clients dans une situation d'incertitude profonde, avec des chantiers à l'arrêt et in fine des projets de vie suspendus. Dans la conjoncture actuelle du marché de la construction, la Fédération française du bâtiment dénonce l'effondrement du logement neuf avec la chute des mises en chantier. Dans un contexte où la crise du secteur de la construction individuelle s'aggrave, marquée par la hausse des coûts de matériaux, de l'énergie, comment, Madame la Ministre, entendez-vous soutenir les acteurs en difficulté face au risque de cessation d'activité? Par ailleurs, quelles mesures d'urgence pourraient être envisagées pour protéger les clients démunis et débloquer les situations des familles impactées par ces cessations? Quels sont à ce titre les mécanismes de garantie ou d'accompagnement prévus? Et comment pourrait-on accentuer nos efforts pour mieux protéger ces acheteurs qui, juridiquement, ne sont pas encore des propriétaires, mais réclament le droit d'être reconnus? Je vous remercie. Madame la Ministre. Évidemment, Madame la députée, je ne peux que, comme vous constatez, je suis arrivée ici il y a quelques semaines, vous le savez, pour autant, on s'est retroussé les manches en proposant déjà un premier sujet qui est le PTZ, un autre qui est le travail avec les promoteurs sur les solutions que j'évoquais, solutions intermédiaires, mais aussi demain avec le Parlement, avec l'Assemblée, un travail qu'on va mener avec Monsieur Saint-Martin et sur la base d'un travail parlementaire qui va être mené sur le statut du bailleur privé. Tout ça pourquoi? Pour derrière retrouver les marges de manœuvre, pour très vite relancer la construction avec des outils et des incitations qui permettront de redonner la confiance. Parce que ce que vous signifiez, Madame, malheureusement, on a beaucoup de situations parce qu'on a vécu, comme chacun le sait, les taux qui ont été mauvais, les augmentations de coûts de construction. Il y a les assurances constructeurs qui sont importantes aussi par rapport à la personne qui a bénéficié des travaux comme pour le constructeur. Il faut y être attentif, vigilant, il faudra les simplifier, les rendre accessibles et les protéger pour justement toutes ces situations qui pourraient être sensibles et on y est attentif. Merci. Monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, concernant Lausanne, il faut vraiment l'adapter au territoire et la spécificité notamment des territoires de montagne, sinon nous allons les mettre sous cloche. Et vous le savez, sur ces territoires, les élus ont été exemplaires, et notamment avec la loi montagne de 85, où il est interdit de construire en discontinuité du bâti. C'est-à-dire que les bourgs des communes ont été aménagés, qu'il n'y a plus de friches ou de dents creuses. Alors, Madame la Ministre, j'ai une proposition. Ne peut-on pas garder les 1 hectare par commune sur 10 ans aux constructions de résidences d'habitation et déroger pour les autres projets, c'est-à-dire projets agricoles, économiques, en matière de santé ou sur des projets d'intérêt général ou autres, pour permettre tout simplement à ces territoires de montagne pour continuer de se développer, ils ont droit à la différenciation. C'est une des propositions de l'ANEM. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, j'écoute avec attention bien sûr votre proposition. Je ne vais pas y répondre maintenant, mais en tout cas, je la verse dans le travail qu'on a mené avec Catherine Vautrin, puisque c'est un sujet typiquement mobilisation du droit à l'hectare et logement. Comment tout ça va cheminer? Comment on va prospérer sur cette question du droit à l'hectare? En tout cas, vous avez bien compris que mon sujet, c'est comment le logement reprend toute sa place. Vous savez que même sur les PNE, par exemple, on a les projets d'envergure nationale. On a beaucoup mobilisé sur les grands projets industriels et on a réservé des enveloppes foncières économiques mutualisées. Sauf que quand on crée des grandes entreprises industrielles, il y a des emplois derrière, il faut du logement pour les salariés. Et que ça a été un des oubliés, par exemple, des projets d'envergure nationale. Donc cette question, il faut qu'on la regarde sans tout détricoter. Il y a des solutions, il y a des pistes à améliorer pour faire en sorte que, par exemple, à Dunkerque, que je connais bien, là où on va créer entre 20 et 30 000 emplois au total. C'est-à-dire qu'on aura au moins 50 000 habitants nouveaux. Eh bien, comment on fait si on ne s'interroge pas sur cette question? Merci Madame la Ministre. Monsieur Pascal Lecamp. Merci Madame la Présidente. Voilà, ça y est. D'abord, tous mes vœux de réussite et on vous la souhaite parce que la tâche qui vous attend est immense. Le logement, c'est quelque chose qui touche tous les Français et je sais ce que vous avez devant vous. Pour le PTZ, première décision sur l'ensemble du territoire. Moi, ancien maire d'une ville de 2800 habitants, on peut dire que bravo, on l'attendait. Ça, c'est quelque chose de très important. Je reviens sur ce côté pragmatique et des petites villes dont je fais partie. Vous avez dit que vous étiez pragmatique. Je vais plutôt m'adresser à la personne de la rénovation urbaine plus que du logement. On a dans toutes nos villes de France des milliers de bâtiments patrimoniaux, en particulier les églises, qui tombent de plus en plus les unes après les autres. J'en ai plusieurs sur mon territoire, par manque de capacité d'investissement. Les églises sont toutes les propriétés des communes, dans la grande majorité. Il faudra penser un jour à ce que les 20% qui restent à charge pour des millions, 2, 3, 4 millions d'investissements dans des communes qui ont des budgets d'investissement de 500 000 euros ou 1 million d'euros, c'est impossible. Donc il faut qu'on prenne ce sujet à corps pour que ce patrimoine national soit préservé à long terme. Monsieur Lecamp. Madame la Ministre. Alors, merci beaucoup, monsieur le député. Vous imaginez bien que je n'ai pas la solution là immédiate à votre question, mais en tout cas, je l'entends. Et pour tout vous dire, habitante et élue valenciennoise, dans la circonscription voisine de la mienne et dans l'agglo voisine de la mienne, il y a un fonds de concours à destination des communes rurales qui souhaitent accompagner, de l'agglo, pour accompagner les petites communes rurales dans la rénovation de leurs églises ou de leur patrimoine religieux, mais les églises particulièrement. Et il a été fortement mobilisé, des fonds de concours qui ont porté leurs fruits. Alors, c'est une piste comme une autre. Ah non, ce n'est pas des millions d'euros, mais il y a eu des interventions assez significatives. Pour les grandes... ça, je pense qu'il faudra en reparler peut-être avec Madame Dati aussi, parce qu'il y a un sujet sur le patrimoine que nous pourrons travailler ensemble. Mais en tout cas, il n'y a pas une solution immédiate et unique sur ce... Merci. Sur ce sujet. Merci. Monsieur Stéphane Buchou. Pardon, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je me fais ce soir le relais d'un cri d'alarme d'élus et d'habitants d'un territoire que vous connaissez bien, je crois, celui de l'Île-Dieu, dans ma circonscription, où la tension sur le logement est particulièrement aiguë. J'étais encore il y a 1 heure avec Madame le maire et son adjoint à l'urbanisme qui se sentent complètement démunis et délaissés et attendent vraiment qu'on se penche sur la situation. Alors évidemment, nous ne sommes pas restés les bras ballants puisque des outils ont été... on a voté un certain nombre d'outils. Je pense à la surtaxation sur les résidences secondaires. Demain matin, nous voterons, j'espère, à l'unanimité l'excellente PPL de nos collègues Iñaki Echaniz et Anaïg Lemeur. Mais pour autant, dans le cadre de la loi 3DS, ils attendent aussi une expérimentation, une différenciation, comme le disait Jean-Pierre Vigier tout à l'heure. Donc, au-delà de la question, c'est une invitation que je vous lance à venir rencontrer les élus et les habitants de l'Île-Dieu pour qu'on trouve des solutions à cette crise du logement. Merci beaucoup. Madame la Ministre. Déjà, merci pour l'invitation. Et j'irai et j'essaierai de m'y rendre assez rapidement et de prendre la tâche de Madame le maire.
Et évidemment, déjà, ce qui va être voté demain vous donne des débuts de solutions, car ce qu'il y a d'intéressant dans la PPL qui a été portée par Anaïk Lemeur et Iñaki Echaniz, ce sont justement les outils qui sont à destination du maire, qui permettent quand même, sur une partie du périmètre, de faire en sorte que, il n'y ait pas de possibilité de location de meublés touristiques de courte durée. Enfin, il y a toute une série d'initiatives qui peuvent changer la donne par rapport au retour de l'attractivité du logement longue durée. Et qui, pour la question des habitants, des Iliens, des Ilais, par exemple, dans le contexte de l'île-dieu, pourraient être des débuts de solutions. Mais je viendrai et j'écouterai les problématiques particulières qui sont celles de Madame le maire, et j'essaierai effectivement de creuser la question et de voir ce qu'on peut faire pour accompagner ce cas particulier. Merci Madame la Ministre. Monsieur Philippe Naillet. Merci Madame la Présidente. Très rapidement, Madame la Ministre, malgré 2 plans logement outre-mer, nos territoires ultramarins connaissent aujourd'hui une vraie crise du logement. Dans son dernier rapport, la Fondation Abbé Pierre estimait que sur 2 200 000 habitants, 600 000 étaient en situation de mal logement. 80% de nos concitoyens ultramarins sont éligibles à un logement aidé, à un logement social, seulement 15% en bénéficient. Il y a eu des avancées récemment, notamment dans les mesures du SIOM, je pense à 2 en particulier, la possibilité d'étendre le crédit d'impôt en réhabilitation hors QPV, la possibilité également d'utiliser des matériaux normés RUP au lieu de CE, mais malgré tout cela, nous connaissons aujourd'hui une véritable crise avec, qui est multifactorielle, foncier rare et cher, coût des matériaux, etc. Donc ma question est très simple. Est-ce que je sais que vous êtes là seulement depuis quelques semaines, mais est-ce que vous avez ces éléments-là? Est-ce qu'il y aura un plan 3? Et comment on relance le logement dans nos territoires? Parce que la crise du logement combinée aujourd'hui à la vie chère pourrait être un cocktail explosif. Merci. Merci Monsieur Philippe Naillet. Madame la Ministre. Merci, monsieur le député. Écoutez, il y a deux séries de sujets dans ce que vous m'avez proposé. Évidemment, je sais que le logement outre-mer est un sujet toujours complexe et important. Acquisition, amélioration, utilisation des matériaux, 2 sujets sur lesquels on va s'attacher à travailler. Revenir vers vous, monsieur le député, et essayer d'être force de proposition. Là, moi, je n'ai pas de réponse, encore une fois, à vous donner immédiatement, mais j'entends et on va travailler avec vous, on en prend la tâche et on en prend l'engagement. Le plan 3, c'est monsieur Buffet à qui je signifierai la nécessité d'avoir un échange avec vous, mais c'est monsieur Buffet qui est en charge sur ce sujet. Et là, malheureusement, je peux difficilement vous apporter des réponses précises. En tout cas, sur les 2 autres où je peux faire quelque chose, je m'engage en tout cas à travailler la question et à revenir vers vous. Merci, monsieur Jean-Luc Bourgeot. Ah, pardon. C'est bon, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous l'avez évoqué, beaucoup de dispositifs existent déjà et d'ailleurs certains ont déjà fait l'objet d'engagements ou de signatures de principe comme à Saint-Malo. Ces dernières semaines, les préfectures ont fait savoir que les crédits prévus étaient gelés. Donc pouvez-vous rassurer tous ces porteurs de projets que l'engagement des crédits seront bien repris en 2025 ? Merci. Merci. Madame la Ministre. Alors, ils étaient gelés, plus que gelés, ils étaient congelés et remontés. Donc, mais maintenant, ils sont reportés en 2025 pour vous rassurer. Et Saint-Malo peut être d'ores et déjà rassuré sur son projet territoire engagé pour le logement. Voilà. Merci. Madame Anaïk Lemeur. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous connaissez mon engagement pour une meilleure justice concernant la fiscalité locative. Je ne comprends pas que nous puissions encore, alors que nous manquons de logements à l'année, accorder une fiscalité plus favorable au régime micro et au réel pour la location de courte durée. Pensez-vous que nous arriverons à encourager fiscalement la location de longue durée, comme le suggère le rapport que j'ai remis au Premier ministre Gabriel Attal en juillet? Et j'ai une deuxième question. Le LLI étendu aux particuliers, cela vous semble-t-il pertinent? Je vous remercie. Aux particuliers. Merci Madame la Ministre. Alors, merci d'abord, Madame la députée, pour le travail accompli avec Monsieur Echaniz, et bravo parce que, on le voit, ça apporte des solutions très utiles.
Bien évidemment, sur votre question, oui, il faut soutenir la location longue durée. La PPL sur le meublé va le faire, mais il faut faire un travail structurel pour clarifier le statut du bailleur privé, et vous le savez, et évoquer l'idée intéressante de LLI aux particuliers au-delà de ce qui existe déjà. Dans l'intervalle, je soutiens, comme vous le savez, l'amendement sur les donations, mais je vous le dis très vite, on va, comme je l'ai dit, s'entendre sur un chantier à mener avec l'Assemblée, avec un parlementaire pour traiter de cette question en coordination avec Laurent Saint-Martin. Merci. Madame Sandrine Runel. Merci Madame la Présidente et merci de m'accueillir dans cette commission. Madame la Ministre, vous connaissez la situation de l'hébergement d'urgence dans notre pays, en tout cas je l'espère. Plus de 3000 enfants à la rue avec leur famille, 3500 personnes à la rue dénombrées lors de la dernière nuit de la solidarité à Paris. Comme vous le savez, la Commission des finances a adopté lundi une série d'amendements visant notamment à augmenter le nombre de places d'hébergement d'urgence, créant aussi 250 millions supplémentaires pour le BOP 177 et 5000 places supplémentaires à destination des femmes victimes de violences. Craignant de ne pouvoir discuter de ce texte en séance, je vous le demande donc ici, Madame la Ministre, allez-vous défendre et porter ces hausses de crédit dans le cadre du budget pour l'année 2025 ? Car en ce début de trêve hivernale, les acteurs de la veille sociale sont inquiets. Ils attendent de votre part un engagement ferme. Des acquis l'année dernière en PLF avaient été adoptés, sont devenus des promesses de ministres, et trop de promesses de ministres précédents sont restées à l'état de promesses. Merci. Madame la Ministre. Alors, Madame la députée, je peux pas, c'est pas l'envie et c'est pas l'intention qui me manque, mais en tout cas, déjà la première chose que je peux vous dire, c'est que sur 2024, où le monde de l'hébergement d'urgence est inquiet, en tout cas, les moyens seront au rendez-vous, y compris ceux du Ségur, ce qui est déjà une assurance qu'on peut leur donner d'ores et déjà, qui les inquiétait beaucoup, et permettra d'honorer les 203 000 places et de les reconduire sur l'année 2025, puisque c'est l'engagement que nous prenons en 2025, c'est de faire en sorte que les 203 000 places, et ce sera dit comme tel, soient honorées aussi. Ce n'était pas une évidence. On pouvait avoir une trajectoire de baisse. Ce n'est pas, en tout cas, ce que j'ai défendu, et j'ai été entendue, puisque les 203 000, d'ores et déjà, sont tenus. Voilà. En tout cas, l'engagement est pris. Si ça peut vous rassurer, je sais que c'est loin d'être... Mais en tout cas, si c'est loin d'être à la hauteur de vos attentes et même des miennes, madame, c'est au moins sécuriser le monde de l'hébergement d'urgence et ne pas le laisser dans la précarité et dans l'incertitude. Merci, Madame la Ministre. Il nous reste à vous remercier. Ah, pardon. Monsieur Roland, Monsieur Vincent Roland. Et Monsieur de Lautrette. Mais je suis désolée. Mais qu'avons-nous fait, Madame la Présidente, pour que vous nous oubliez ? Et bien sûr que je ne peux pas vous oublier, Monsieur Vincent Roland. Je vous en prie. Madame la Ministre, inlassablement, je pose à chaque fois la même question quand un nouveau ministre du Logement vient devant la Commission. Est-ce que vous êtes prêt, déterminé à faire évoluer les zonages ABC ? Parce qu'il se trouve que dans mon département de la Savoie, où la pression immobilière et foncière dans certains secteurs n'a rien à envier à Paris et sa couronne, se trouve être dans des classements qui ne correspondent pas aux difficultés de logement qu'il peut y avoir. Je vous attends. Madame la Ministre. Sur cette question, monsieur le député, on a fait récemment déjà évoluer à 2 reprises le zonage. Pour autant, s'il est perfectible et si on peut continuer à l'améliorer pour éviter les difficultés qui peuvent être rencontrées dans des territoires, nous continuerons à améliorer le travail et nous continuerons, en tout cas, à l'écoute des parlementaires et des remontées de territoire, à améliorer et à construire un travail qui peut toujours être perfectible. Et en tout cas, on reviendra vers vous, monsieur le député. Merci. Et Monsieur Stéphane de Lautrette. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, présentée lundi, la nouvelle SNBC prévoit la rénovation de 400 000 maisons individuelles et de 200 000 logements collectifs chaque année en moyenne d'ici 2030. Inutile de dire que la marche va être haute, Madame la Ministre, pour atteindre cet objectif. Pour preuve, en 2023, seulement 71 613 rénovations globales ont été menées dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov'. Or, vous
le savez comme moi, seules les rénovations globales sont efficaces. Mais pour être possible à tous, un frein doit être levé, la question du reste à charge pour les ménages. Le groupe socialiste aura une solution à vous proposer lors de sa niche parlementaire le 12 décembre afin de résoudre ce frein financier qui bloque nombre de nos concitoyens par une avance remboursable par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. Aussi, j'aimerais vous entendre sur votre position par rapport à cette proposition. Merci. Madame la ministre. Alors, monsieur le député, Monsieur le député, donc sur la question évidemment des objectifs, du nombre de projets de rénovation globale, de la nécessité de maintenir quand même une stabilité des règles, parce que tout à l'heure, chacun s'est inquiété de la réduction des crédits, mais je vous rappelle à titre informatif que le changement des règles du jeu qui a eu lieu dans l'année précédente a fait qu'il y a eu une sous-consommation d'1 milliard d'euros. Quand vous avez une sous-consommation et que vous avez une recherche de crédit parce qu'on est en grand déficit et qu'il y a une sous-consommation, c'est difficile de défendre le maintien du milliard d'euros. La crainte, si on rechange les règles encore cette année, c'est qu'on refasse un stop and go. Je ne dis pas que tout est parfait, mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est instabilité des règles. Pour autant, ce que vous disiez sur la solvabilisation des ménages, on va travailler. Et il y a d'ores et déjà un groupe de travail qui se met en place suite à un rapport de l'Assemblée nationale sur les copros et qui proposait une banque de la rénovation, en tout cas l'idée d'une banque de la rénovation. On va y travailler avec le secteur bancaire, avec la Caisse des dépôts pour trouver le bon dispositif pour... Merci. C'est difficile comme exercice. Il me reste donc cette fois-ci à vraiment vous remercier de la part de toute la Commission des affaires économiques pour cette audition. Et je crois qu'on se retrouve en fait dès demain à 9h du matin pour la lecture des conclusions de la PPL Etchaniz Lemeur. Voilà. Je ne quitte plus. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs les députés. Merci, Madame la Présidente.